Imaginez un monde où les industriels de l'agroalimentaire nous diraient la vérité. Un monde où dès le matin, au petit déjeuner, Olivier saurait vraiment ce qu'il mange, juste en regardant les paquets. Et où le nom des produits annoncerait la couleur, sans fausse promesse. Un monde où, sur le chemin du travail, la publicité n'oublierait pas de prendre soin de notre santé, quitte à nous bousculer un peu. Un monde où, en attendant le film au cinéma le soir, à l'heure de craquer, au moins Olivier serait prévenu. Bonbons gros sac, obésité, diabète, maladie cardiovasculaire. À toi de voir. Ça vous a plu, tant mieux. Parce que ça n'arrive que dans Cash. La vérité, ce n'est pas vraiment leur truc aux industriels de l'alimentation. Surtout quand elle concerne notre santé. Qui sait, ça pourrait faire baisser les ventes. Rien qu'en France, ce secteur, c'est 170 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Autant que le PIB de la Bolivie, du Burkina Faso, du Cambodge, de la Côte d'Ivoire, de l'Estonie, de la Géorgie, de l'Islande, de la Macédoine, du Mali et du Nicaragua réunis. À l'échelle mondiale, ça se compte en trilliards d'euros. Vous devez bien comprendre. Les industriels sont là pour faire de l'argent. Ils n'aiment pas le risque. Ils ne vont quand même pas laisser passer des choses qui pourraient nuire à leur business. Pendant un an, nous avons avalé les kilomètres. En avion, en voiture, et même en caddie. Pour vous révéler comment les géants de l'agroalimentaire freinent ou orientent les politiques de santé publique. En France, vous allez découvrir comment les industriels tentent de torpiller un projet qui veut simplifier les étiquettes sur nos produits. Bonjour Marisol Touraine, Élise Lucet. Vous avez changé d'avis. On a le sentiment que c'est peut-être la pression du lobby agroalimentaire qui vous a fait changer d'avis. Non, pas du tout. Vous, je sais ce que vous allez me répondre. Oui, vous allez me répondre que c'est un club de lobbyistes. C'est pas ça? Bah, en partie. Cette guerre d'influence se joue partout dans le monde. Et les scientifiques aussi sont dans le viseur de l'industrie. Ça ressemble pas mal à ce que faisaient les industriels du tabac, c'est-à-dire qu'ils payent des scientifiques pour dire le contraire de ce qui est vrai. Avez-vous été payé par le lobby de la viande pour ça? J'ai reçu une compensation pour mon temps, oui, comme les autres. Combien? Je ne le dirai pas. Quand l'argent ne suffit pas, les méthodes sont plus brutales. Des chercheurs français ou américains en ont fait les frais. Leur tort, avoir pointé les dangers d'un produit pour les consommateurs. Ils ont essayé de m'abattre, de me discréditer en fait. Scientifiquement, bien sûr. Ces efforts pour décrédibiliser les scientifiques sont l'élément clé d'une stratégie beaucoup plus vaste qui vise à empêcher ou retarder toute décision politique. Entre intimidation, mensonge et manipulation, nous allons vous révéler les preuves d'une stratégie planétaire où tous les coups sont permis. Leave now. Get the fuck out of here. On vous a donné faim? Alors, à table. Parce que ce soir, c'est Cash qui régale. Vous avez remarqué, quand vous regardez des publicités pour le jambon à la télévision, ça se passe souvent à la campagne, avec une charmante famille et un décor champêtre. Le jambon, lui, il est toujours rose, bien rose, et 100% naturel, évidemment. Ne passons pas à côté des choses simples. C'est simple, c'est joli. Ça vous fait saliver dans le canapé. C'est le but, justement. Mais dans la vraie vie, en fait, c'est différent. Oui, Lucie, bonjour. Oui, c'est moi. Tu peux m'ouvrir, s'il te plaît? Merci.
Pour une fois, un industriel a ouvert ses portes à cash. Et ça, monsieur Fleury-Michon, ça mérite un grand merci. On vous résume la visite. Le jambon que vous achetez, ça commence comme ça. De gros morceaux de viande de porc. Pour le goût, un petit bouillon de légumes. On met le tout dans un moule qui reconstitue la forme du jambon, on fait cuire. Et à l'arrivée, on a des tranches bien roses et toutes rondes. Vous avez compris le principe? Alors retour en arrière pour le détail qui change tout. Pour obtenir ce beau jambon, il y a une étape très importante. Il faut piquer la viande. Comme ça. Une machine, avec des dizaines de seringues, injecte un liquide dans les morceaux de porc. Dans ce liquide, il y a un additif essentiel. Le patron de l'usine, Laurent Rouleau, nous le montre. C'est le sel nitrité. Un mélange de sel et de nitrite de sodium. L'additif E250. Le sel nitrité sert à assurer la conservation du jambon, à lutter contre des germes pathogènes et aussi de donner la couleur et le goût caractéristique de la charcuterie. Il va agir en donnant une coloration rosée en fait, à la charcuterie. Le monsieur nous explique qu'en fait, le joli rose bonbon de notre jambon n'est pas du tout naturel. C'est grâce au nitrite de sodium. L'additif fixe le rose de la viande pendant la cuisson. Sinon, le jambon aurait la couleur d'un rôti de porc. Le nitrite, les industriels ne peuvent pas s'en passer. Un fabricant de charcuterie nous explique pourquoi. Le nitrite, c'est vraiment ça. C'est vraiment pour la couleur, parce que, je vous dis, le jambon doit être rose, la crème doit être rose, elle doit pas être brune, parce que sinon on va me dire qu'elle n'est pas fraîche ou qu'elle est, etc. Donc, en clair, je cuis une viande, ça donne un jambon gris. C'est ce qu'il faudrait faire. C'est ce qu'il faudrait faire. Pourquoi vous ne faites pas du jambon gris? Mais parce que personne ne va l'acheter. Tout simplement, personne ne va l'acheter. Et le marché ou le consommateur n'est pas prêt à ça. Donc pour vous, aujourd'hui, c'est vraiment un problème de couleur, en fait? Ah ben clairement, oui. Clairement, parce que sinon, on peut saler la viande avec du sel de Guérande sans problème. Alors, résumons. Le jambon rose, ce n'est pas naturel. Mais sans rose, impossible de vendre du jambon. Pour vérifier, allez, on change de programme. Parfait, c'est ce qu'il nous faut. Une émission de cuisine avec des notes pour le repas, au menu de la charcuterie. Ça pourrait marcher comme concept. En plus, vous avez de la chance, ce soir c'est Élise qui reçoit. Avec ou sans nitrite? Pour voir si la couleur est cruciale pour vendre de la charcuterie, on a demandé à un fabricant de nous faire du jambon sans nitrite. Les tranches un peu grisâtres qui forment un gros paquet. On s'est aussi fait livrer du bacon et du salami sans additifs. C'est pas tout à fait la même couleur, hein? Et pour comparer les charcuteries avec et sans nitrite, on a invité quelques amis. À l'aveugle ou presque. Salut quoi, ça va? Très bien. Salut Lily. Bonjour. Dans la catégorie des mangeurs de jambon, voici les meilleurs experts, le cœur de cible des industriels, les moins de 12 ans. Je vous ai préparé un plat un petit peu spécial. Et je vais vous demander de réagir, parce qu'en fait, il n'y a pas un saucisson spécial, il y en a deux. Alors, voilà le plat. Lily, je te montre. Il y a celui-ci qui est rose. Celui-ci qui est plutôt quoi? Quelle couleur? Marron. Marron. Et alors? Taupe. Taupe. Parfait. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Lequel vous donne le plus envie, comme ça? Moi, je mangerais souvent lui. Moi aussi, oui. le rose. Celui-ci, Romane? Pareil. Et pourquoi? Il y en a plus chez le boucher. C'est celui que tu manges d'habitude, en tout cas. Oui. D'accord. Et maintenant, le verdict des experts. La couleur n'était pas très
Très joli à voir, mais c'est pas grave parce que c'est le goût qui compte. J'étais un petit peu dégoûtée. Ton préféré à toi, c'est quoi? Le rose, comme d'habitude. Si papa ou maman achetait ce saucisson, tu dirais quoi, toi? Berk. Et ça te donne pas envie? Pas envie du tout. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à la boue. À de la boue? Ça ressemble à de la boue. Alors du coup, t'as pas du tout envie d'y goûter. T'as pas envie de manger de la boue. Pour le repas, je mettrai la note de... Ça, est-ce que vous connaissez? Ah, oui. Non, il te donne pas envie. Il est plus grisâtre et... Des saucisses. Tu veux même pas goûter juste une petite bouchée? Nous insistons, mais il faut bien se rendre à l'évidence. À la fin, c'est toujours le rose qui gagne. Bon, assez rigolé. Si on vous parle de nitrite depuis plus de 5 minutes, c'est parce que cet additif est au cœur d'un énorme enjeu de santé publique. Le nitrite est suspecté de jouer un rôle dans le développement d'un cancer très fréquent, le cancer colorectal, le 3e cancer le plus mortel en France. En cause, un phénomène qui arrive pendant la digestion. C'est de la chimie, mais on fait simple. Vous avalez un morceau de charcuterie. Vous pensez digérer tranquille? Ce que vous ignorez, c'est que les molécules de nitrite vont réagir avec les protéines de la viande. Elles vont avoir tendance à se transformer en substances très dangereuses, les nitrosamines. Il faut aller jusqu'aux Pays-Bas pour comprendre les effets de cette réaction chimique sur notre santé. À l'Université de médecine de Maastricht. C'est là que travaille le professeur Theo de Kock, un toxicologue. Depuis des années, il s'intéresse aux nitrites et donc aussi aux nitrosamines. Les nitrosamines sont connues pour provoquer des dommages dans le gros intestin. Ça peut provoquer des ruptures de l'ADN, faire muter les cellules en cellules précancéreuses, et c'est bien entendu quelque chose qu'il vaut mieux éviter. Le professeur de Kock a voulu savoir ce qui se passait dans le corps quand on ne mangeait pas de charcuterie et, à l'inverse, quand on en mangeait beaucoup. Pour ça, il a fait une expérience avec des cobayes humains comme Arnaud. Pendant 2 semaines, cet étudiant français a mangé 300 grammes de charcuterie par jour, l'équivalent de 8 saucisses et demi, ou de 7 tranches de jambon. C'est quand même beaucoup. C'est assez dur de... Sinon, ça va. Arnaud et les autres cobayes ont donc mangé beaucoup de charcuterie. Mais heureusement, sur une courte période, car voici ce qui est arrivé dans leur corps. Au bout de 15 jours de ce régime, nous avons observé que l'exposition des volontaires aux nitrosamines avait considérablement augmenté, de 2 à 3 fois plus qu'au début de l'expérience. Cette mutation chimique des nitrites en nitrosamines, le chercheur en a mesuré l'impact sur l'organisme. Dans son laboratoire, il a mené une expérience avec l'eau fécale, c'est-à-dire l'eau du caca. Bah oui, désolé. Le caca des gros mangeurs de charcuterie, comme Arnaud. Ce que vous voyez là, c'est l'eau fécale de 4 cobayes différents. Les chercheurs ont mélangé cette eau fécale avec des cellules humaines. Le dépôt blanc, là, dans le tube à essai. Ensuite, ils ont observé ce qui arrive aux cellules. Si vous n'êtes pas exposé aux nitrosamines, la cellule est intacte, bien ronde comme celle-ci. Mais à un niveau important d'exposition, ça casse votre ADN. Votre cellule ressemble un peu à une comète. La destruction est vraiment très importante. Et plus vos cellules ressemblent à ça, plus vous avez de risques qu'elles deviennent précancéreuses. Et il faut combien de temps pour voir apparaître de tels dégâts ?
Ce genre de dégâts peut apparaître assez rapidement. Dans cet essai, nous avons isolé les cellules et nous les avons seulement exposées pendant une demi-heure. Et nous voyons déjà des cassures dans l'ADN. Ça arrive vraiment très vite. Et ça ne se produit pas qu'en laboratoire, mais aussi dans le corps humain. Je ne sais pas vous, mais nous, la charmante famille dans la maison champêtre, on ne la regarde plus vraiment pareil, du coup. Alors, si on supprimait les nitrites, ça changerait quoi? Cela ferait une différence de plusieurs milliers de cancers colorectaux en moins en Europe tous les ans. C'est beaucoup? C'est énorme. Comme le cancer colorectal est un cancer très fréquent, un petit changement dans l'alimentation peut avoir un impact considérable sur une population aussi importante. Des milliers de cancers et donc potentiellement de morts en moins, simplement en enlevant les nitrites. Mais les industriels ont un argument massu pour justifier l'utilisation du nitrite. Son rôle protecteur contre le botulisme. Quoi? Vous ne connaissez pas le botulisme? C'est une intoxication alimentaire provoquée par une bactérie qui affecte le système nerveux et qui peut même être mortelle. Ça fait flipper, non? Sauf qu'il y a un hic avec cet argument. Des industriels qui fabriquent de la charcuterie sans nitrite, il y en a, et leurs clients sont en pleine forme. Si vous faites un tour par Copenhague, après la petite sirène et avant la promenade le long des quais, allez donc au supermarché, comme nous. Vous trouverez de la charcuterie sans nitrite. Et pour ceux qui n'ont pas fait danois première langue, c'est unen nitrite. Il y en a partout. Vous la reconnaîtrez facilement à sa couleur, plus marronasse que rose bonbon. La marque la plus connue est produite à 150 km au sud de la capitale. Dans la plus grande entreprise de charcuterie bio du pays, Hennegel. Le patron, un biochimiste, s'est lancé dans la charcuterie sans nitrite il y a 25 ans. Depuis, les autorités de santé publique du pays n'ont recensé aucun cas de botulisme lié à la charcuterie. Vous avez bien entendu, 0 cas de botulisme. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur de cette bactérie. En réalité, ça fait 50 ans que cette question est réglée en Europe de l'Ouest. C'était un souci dans l'industrie de la viande il y a 100 ans, quand les usines, les abattoirs n'étaient pas aussi propres qu'aujourd'hui. Donc, il n'y a aucune inquiétude du côté du botulisme. Le vrai problème de santé publique, ce sont ces additifs qui peuvent donner le cancer. Et s'ils ne sont pas absolument nécessaires, il ne faut pas les utiliser. Pour vous, le vrai problème aujourd'hui, c'est le risque de cancer? Oui, c'est le risque principal aujourd'hui. Et c'est le cas depuis 30, 40 ans. Alors oui, lui aussi, c'est un industriel. Et vous vous dites peut-être qu'il n'est pas très objectif. Sauf que sur le botulisme, les experts sont exactement du même avis. Dans ce rapport sur les nitrites, réalisé pour la Commission européenne, on lit par exemple qu'il est tout à fait possible aujourd'hui de supprimer cet additif sans risque microbiologique, donc de botulisme. Pourquoi les fabricants continuent à mettre du nitrite dans la viande? Ils ont peur que les consommateurs n'acceptent pas un produit qui n'a pas la couleur à laquelle ils sont habitués depuis des années. En France, aucun industriel n'a vraiment franchi le pas du sans nitrite. Même les marques bio ou celles qui visent en priorité les plus jeunes, comme Herta, le roi de la saucisse pour enfants. Mais t'avais dit qu'on fera des knackis. Celui qui voit la vie en rose dans ses pubs. Herta, vous le savez peut-être, c'est un fleuron du géant Nestlé,
le premier groupe agroalimentaire du monde, avec plus de 85 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, ils nous ouvrent les portes de leur siège. Bonjour, ravi. Élise Lucet. Pour nous accueillir, non, pas lui, la directrice de la communication de Nestlé France en personne, Valérie Bignon. Ah oui, attendez. Ça, c'est tous les produits fabriqués par Nestlé? Voilà, ça évite de... Ah, et les céréales du petit déjeuner. Oui. Voilà vos amis. Ah, nos amis. Ah bah oui, ça, on va en parler, le bon pari. Voilà. Avec moins 25% de sel. Oh, ça, je suis sûre que vous... Mais peut-être autre chose aussi, non? J'espère. Comme dans un musée. Tous les best-sellers de la marque sont en vitrine. Okay. Il faudra se contenter de ça. Parce que filmer les usines Nestlé, même pas en rêve. Ça, c'est là où il ne faut pas filmer les usines parce que c'est quand même trop moche. C'est trop moche à voir. Ah ben, c'est pas beau. Parce que nous, les usines de jambon, ça nous intéresse. Mais vous vous emmenez pour les montrer. Oui, filmer, non. Et pourquoi donc? Pourquoi? Parce que la dimension industrielle dégoûte le consommateur. C'est l'aile ou la cuisse? Non, c'est pas ça. Non, parce que nous, on peut tout vous montrer, on a absolument rien à cacher. Sauf que pour le consommateur, la dimension industrielle est un peu incompatible avec l'idée qui se fait de sa cuisine, de la petite... c'est la réalité. Ah, vous pensez qu'ils pensent que leur jambon acheté sous vide, il est fait dans des petites cuisines? Si, il est fait pareil. Simplement, il est fait en dimension industrielle. Ouais. Donc, il ne faut pas donner à voir les images, parce que c'est pas spécialement... c'est un peu l'aile ou la cuisse, quoi, en fait. Ça fait peur. Ça fait pas peur. C'est pas sympathique. C'est pas joli. Ça fait pas notre cuisine chez nous. Ah, vous voyez? C'est vrai qu'avec tout ce qu'ils dépensent en pub chez Herta, ils n'allaient quand même pas nous montrer comment ils fabriquent leurs saucisses. À défaut de pouvoir visiter les usines, c'est à ce monsieur que nous poserons nos questions sur les nitrites. Vous allez bien? Bonjour, madame. Je vous ai pas fait peur, au moins. Un peu, mais quand même. Oh, non, il faut pas... Tout va bien? Bah, on s'occupe de vous. Je suis en train de me faire maquiller, c'est formidable. On s'occupe de vous. Arnaud de Bellois est le patron d'Herta. Arnaud de Bellois, est-ce que vous mettez des nitrites dans vos charcuteries? Oui, tout à fait. On est d'accord que ces nitrites, quand elles sont dans la charcuterie, elles se transforment en nitrosamines. Est-ce que vous savez d'ailleurs à quel point les nitrosamines peuvent être dangereuses? Bah, moi, je lis comme... Qu'est-ce que ça provoque? Je veux dire, c'est une... Dans les corrélations, vous avez parlé d'études statistiques sur le cancer. Je veux dire, dans les études sur la causalité, pour rechercher d'où ça pourrait venir, d'où viendrait ce risque, justement, c'est les nitrosamines sont remis en question. C'est pour ça qu'on travaille... Ça va beaucoup plus loin que ça. Hein. Nous, tous les toxicologues qu'on a rencontrés lors de notre enquête, et très franchement, on en a rencontré plusieurs, ils nous disent que c'est génotoxique. Et ça veut dire tout simplement que ça peut provoquer des lésions sur l'ADN. Tout de suite, on se dit, ça vaut le coup peut-être de regarder ce qui se passe avec les nitrosamines. Mais bien sûr, mais si on veut faire peur aux gens, si vous voulez, on peut leur dire telle molécule, etc., tel danger. On ne peut pas leur faire peur, non, on dit juste je réponds. Disent les experts. Je réponds. La vérité, c'est la vérité. La vérité, c'est la vérité. On ne met pas ça comme ça uniquement par habitude ou par plaisir. On met pour lutter contre un mal qui est gravissime, le botulisme, qui est mortel. D'accord, c'est pour protéger les consommateurs. Ah oui. Ah oui. C'est pour protéger les consommateurs que vous mettez des nitrites. Tout à fait. D'accord. On ne parle pas, si vous voulez, d'une indigestion avec le botulisme. On parle de mort. Moi, je vous pose une question simple que tous les consommateurs se posent, j'imagine, ou vont finir par se poser à un moment ou à un autre. Est-ce que Nestlé et donc Herta sauraient faire, par exemple, du jambon sans nitrite? Est-ce que c'est possible? C'est extrêmement dangereux. Je le ferai jamais. Je ne prendrai jamais cette responsabilité aujourd'hui. Jamais? Jamais si je n'ai pas 100% de certitude que je n'aurai pas de botulisme. Parce que, si vous voulez, après vous m'avez parlé, et c'est vrai qu'il y a des risques, je veux dire, de développement, on a vu, maintenant il y a cette étude qui nous dit qu'il peut avoir des corrélations avec le développement de cancer. Là, avec le botulisme, c'est du sûr. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, on ne meurt pas... Si vous voulez, c'est pas une indigestion comme ça, c'est une maladie nerveuse, dégénérescence, mortelle. D'accord. Tout à l'heure, vous me disiez que j'avais envie de faire peur. Là, ça fait peur. Hein. Mais c'est pour ça que depuis, on a développé... Je veux dire, c'est un conservateur... Enfin, vous le savez comme tout le monde. Nous, on s'est baladé pas mal en Europe. Et il y a des industriels qui font, par exemple, de la charcuterie sans nitrite. On est allé au Danemark et là, je vais vous montrer certains des produits qu'on vous a rapportés de là-bas.
Voilà, alors tout ça, c'est des industriels. Hein. Je ne vous parle pas de fermes expérimentales qui fabriquent tout ça. Hein. Bah, eux, les Danois, regardez, les knackis, elles sont là, le bacon, donc il c'est est marqué là. sans nitrite. Ah bah oui, c'est regarde. Marqué quoi? Ah non, il n'y en a pas. On a visité les usines de fabrication, ils nous ont ouvert leurs portes, eux. Non, mais certains y a produits zéro stérilisés... nitrite. Zéro. Alors regardez... Ils sont peut-être soit stérilisés... Attendez, très franchement, le bacon, là, il n'est pas stérilisé. Ce bacon-là, c'est du bacon tel que celui que vous vendez dans les rayons de supermarché, c'est la même chose. Attendez, vous me présentez ces produits, je vais les regarder, c'est très intéressant. Oui, non, mais vous pouvez nous faire confiance, on a visité l'usine, il y a zéro nitrite. C'est possible. Sans nitrite, ça veut dire. De la charcuterie fraîche, ça m'étonnerait vraiment. Mais non, mais attendez, bacon, ici, knacky, c'est les produits que vous vendez. Mais vous pouvez stériliser. Vous pouvez stériliser. Vous prenez le paquet et vous le chauffez. Non, mais attendez, je viens de vous poser la question de savoir si vous pouviez faire de la charcuterie sans nitrite. Vous me dites non, c'est pas possible. Moi, je vous dis si, il y a des industriels qui le font. Si je le fais, si vous voulez, vous croyez que nous mettons des nitrites comme ça, sans nous renseigner, parce que nous pensons que c'est une exigence de sécurité alimentaire de premier ordre. Oui, mais alors ce qui est intéressant, c'est que vous avancez souvent l'argument du risque de botulisme. Sauf que nous, qui sommes allés au Danemark, il n'y a aucun cas de botulisme dû à la consommation de charcuterie constaté depuis plus de 30 ans. Je ne connais pas. Vous m'utilisez l'exemple danois. J'avoue, je ne le connais pas suffisamment. Vous n'allez pas me dire que la toxine botulique, elle s'attaque en priorité au jambon français. Et donc, dans le jambon français, il faut mettre des nitrites, et dans le jambon danois, non, c'est pas grave. Ça dépend, c'est vrai, de l'activité de l'eau et du pH. C'est vrai, il y a beaucoup de données qui jouent. Ah, d'accord. Donc la toxine botulique, paf, elle fonce, bam, sur le jambon français. Non, je ne vous ai pas dit ça. Je vous dis que la probabilité de développement dépend aussi du produit. C'est pas clair. Mais attendez, je vais au bout des choses. Un document qui est très intéressant, qui vient de la Commission européenne. On regarde ensemble, et dans cette étude, il est clairement dit qu'il est possible de faire de la charcuterie sans nitrite et sans aucun risque sanitaire. Commission européenne, janvier 2016. C'est écrit, là, regardez. Écoutez, nous travaillons, nous n'avons pas encore trouvé au niveau de la profession aussi, sans aucun risque, nous ne l'avons pas trouvé. Alors je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils indiquent? Quel est le détail? Je n'ai pas le temps de tout lire devant vous. Non, mais attendez, vous êtes le patron de Herta. J'imagine que vous êtes extrêmement vigilant à toutes les publications qui se font sur ce genre de produits. Là, c'est clair, c'est écrit là, vous voyez? Alors pour moi, c'est pas que feasible. Ça vous fera un peu de lecture. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Mais je vous ai pas fait goûter, j'ai eu tort. Tenez, je vous fais goûter, regardez. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de danger? Alors, allez-y. Nous, on en a mangé. Ça fait 6 mois qu'on en mange. Hein. C'est très bon. Alors ça, c'est sans nitrite. Vous voyez, salami, sans nitrite. Mais salami, c'est tout à fait un autre produit. Hein. Non, mais c'est bon. Ah, j'ai pas dit que c'était mauvais. Il est très bon, non? Oui, tout à fait. Il est correct. Je le trouve trop salé. Beaucoup trop salé. C'est là qu'on s'est dit que le jambon rose au nitrite de nos supermarchés avait encore de beaux jours devant lui. De très beaux jours, même. Les experts tirent pourtant la sonnette d'alarme depuis des années. Il y a 25 ans, un rapport de l'autorité sanitaire européenne recommande déjà de réduire considérablement les quantités de nitrite dans les produits. En 1999, ce document suggère même de les abandonner. Les études s'accumulent. Mais elles n'ébranlent pas la Commission européenne. Sur les nitrites, c'est elle qui fixe les règles et elle a beaucoup de mal à les changer. Un tel immobilisme, ça donne envie d'aller poser des questions au commissaire européen responsable du dossier. Mais avant de parler de nitrite, Pousse, l'ancien ministre lituanien de la Santé, a quelque chose d'important à nous dire. Cash investigation, because if you have French TV and it is such British insertion is something strange a little bit. Around the world today you have only one language. Everywhere, you know, okay, it's like, you know, but you have much better possibilities to use French something. You don't like cash investigation? No, it's for me. No, it's more for the language. It's more for the language. Ok, 5 you pour le conseil, on va y réfléchir.
En attendant, nous avons des questions sur les nitrites. Et pour vous faire plaisir, nous vous doublons in French, monsieur le commissaire. Pourquoi ne pas baisser les taux de nitrite? J'aimerais vous garantir que tout ça est dans les mains des institutions responsables qui sont chargées de suivre la question, de s'exprimer et de nous présenter les résultats finaux. Ça demande toujours du temps et des responsabilités. Ça y est, grâce à vous, monsieur le commissaire, on le tient, notre nouveau nom d'émission, bien français. Que pensez-vous de ça? Le commissaire n'aime pas la langue de Shakespeare, mais il va nous épater en langue de bois. Même devant tous les rapports d'experts européens qui, depuis 25 ans, alertent les autorités sur les dangers des nitrites. Toutes ces études ne vous suffisent pas? Vous savez, toutes ces études sont accessibles. Et ça, c'est grâce à la transparence, grâce à la possibilité que vous avez d'y accéder, de montrer aux gens que nous sommes prêts à les suivre et à trouver une solution dès que possible. La transparence, c'est bien, mais les décisions, c'est mieux. Excusez-moi, toutes les décisions respectent la procédure. Vous imaginez qu'on prend une décision en claquant des doigts? Si j'étais le roi de l'Union européenne, oh, mais je ne suis pas le roi de l'Europe. Mais cette histoire de nitrite dure depuis des années. Non, excusez-moi, ce dossier montre que tout est dans les clous, question sécurité. Dans ce cas, pourquoi la Commission a perdu en justice contre le Danemark dans cette affaire de nitrite? Là, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. J'aimerais en lire plus. Je ne sais pas tout sur tout. Alors, petit cours de rattrapage. Le Danemark voulait limiter l'usage des nitrites. La Commission européenne était contre. Et en 2003, devant la justice, les Danois ont gagné au nom de la protection de la santé publique. Une réaction, monsieur le commissaire? Je suis très heureux de cette décision de la Cour de justice. À chaque fois que la Cour de justice montre que la santé publique est une priorité, c'est une bonne nouvelle pour la Commission. Le commissaire se félicite, mais en Europe, sur les nitrites, rien n'a changé. Selon moi, c'est sûr, on doit être plus volontariste pour demander à l'industrie de changer de technologie, de reformuler les produits, d'être attentif aux données scientifiques, avoir comme priorité la santé publique et pas les profits. Bien sûr, mais ça demande du temps. Du temps. Ça tombe bien. C'est exactement ce que veulent les industriels. Et c'est là-dessus qu'ils construisent toute leur stratégie, depuis des années. Parce que dans cette affaire des nitrites, cela fait 40 ans que les industriels jouent la montre. 40 ans qu'à coup de manipulation scientifique et de lobbying intense, l'industrie de la viande défend son beefsteak. Et c'est de l'autre côté de l'Atlantique que tout a commencé. Si vous pensez qu'on exagère, écoutez ça. À la fin des années 70, le nitrite a failli être interdit par les États-Unis, après la publication d'une étude de grande ampleur. À l'époque, c'est une représentante du gouvernement qui la commente à la télévision. Un lien entre nitrite et cancer a été quoi? Prouvé? Suggéré? Non, prouvé. Et c'est une relation très forte. L'expérimentation a eu lieu sur 2000 rats. C'est énorme. Et c'est une étude très sérieuse. L'interdiction des nitrites est annoncée dans la presse. Mais le lobby américain de la viande va sortir la grosse artillerie. De son bureau qui surplombe le Capitole, c'est son président, Richard Lyng, qui prend la parole. La charcuterie avec du nitrite, c'est un gros truc. Le chiffre d'affaires de ce secteur représente 12,5 milliards de dollars.
On parle de 2/3 de la production de porc du pays. Cette interdiction va être un gros problème pour notre industrie et le gouvernement. On est confiant dans les décisions qui vont être prises. Analyse économique à l'appui, le lobby fait reculer le gouvernement. L'interdiction des nitrites ferait chuter le prix du porc et provoquerait une apocalypse. Mais c'est un événement politique qui va clore le débat. En 1980, Ronald Reagan est élu président des États-Unis. Et devinez qui entre au gouvernement. Richard Ling, le président du lobby de la viande, en personne. L'interdiction du nitrite est définitivement enterrée. L'étude que le gouvernement trouvait si solide finit à la corbeille. Et c'est le sort que vont connaître toutes les publications scientifiques qui vont s'en prendre au nitrite après ça. Si vous vous demandez comment les intérêts de l'industrie peuvent systématiquement l'emporter face aux enjeux de santé publique, ce qui va suivre devrait vous éclairer. 15 ans après la victoire de Reagan et des industriels de la viande, une nouvelle étude va faire trembler l'Amérique. Décidément, un scandale chasse l'autre. Aujourd'hui, une étude fait un lien entre hot dog et cancer. Mettez-vous à la place d'un Américain à cet instant. Avec votre famille, vous mangez des hot dogs au centre commercial, dans la rue, pour un oui, pour un non. Dès que vous avez un petit creux, vous en donnez à vos enfants plusieurs fois par semaine. L'effet est immédiat. En quelques jours, les ventes de hot dogs baissent de 8%. Vu la taille du marché américain, ce sont des millions de dollars en moins. L'auteur de l'étude sur les hot dogs, qui a fait plonger les ventes, s'appelle Susan Preston Martin. C'est une scientifique, aujourd'hui à la retraite, près de Los Angeles, dans une banlieue résidentielle de série américaine. Après des mois de négociations serrées, elle accepte de nous recevoir. Mais il faut insister jusqu'au dernier moment. La dame est discrète. Qui est-ce? C'est Sandrine Rigaud. Quoi? De la télévision française. Madame Preston Martin? Oui? C'est Sandrine Rigaud de la télévision française. Oh mon Dieu. Bonjour. Ah non. Avec ses découvertes sur la charcuterie, la chercheuse a été la cible de nombreuses attaques. Avec nous, elle accepte de revenir sur ses travaux qui montrent un lien entre une consommation excessive de hot dog et certains cancers rares chez l'enfant. Comment avez-vous trouvé qu'il y avait un lien? Comme on le fait toujours quand on réalise des études de ce genre. On est parti d'un groupe d'enfants qui a eu une leucémie et on l'a comparé avec un groupe qui ne l'avait pas eu. Puis on a demandé aux mères avec quoi elles avaient nourri leurs enfants. Et ce qui est apparu clairement, c'était que le groupe qui a eu une leucémie mangeait plus de hot dogs. Et qu'avez-vous pensé quand vous avez vu cette forte corrélation, car elle était assez forte? Ah oui, c'était une forte corrélation avec les hot dogs. J'étais un peu surprise. Mais je suis restée prudente. C'est ce qu'on fait en épidémiologie quand on trouve quelque chose auquel on ne s'attend pas. À partir de ce moment-là, pour les industriels, Susan Preston Martin devient la femme à abattre. Le lobby de la viande. Ils n'ont vraiment pas aimé ce qu'on faisait. Ils étaient très en colère. Et je peux comprendre. Après tout, c'est avec la charcuterie qu'ils gagnent leur vie. Et quand on montre que c'est mauvais pour la santé, ça les dérange. Ils ont essayé de m'abattre, de me discréditer en fait. Scientifiquement, bien sûr. Ce que l'on a découvert va beaucoup plus loin. La scientifique n'a jamais réalisé à qui elle avait vraiment eu affaire. Les États-Unis ont inventé le hot dog. Oscar Mayer l'a fait. Aux États-Unis, depuis toujours, le champion toute catégorie du hot dog de supermarché
c'est Oscar Mayer. America's #1. Une marque du groupe Kraft Foods, un géant de l'agroalimentaire. Jusque-là, rien de surprenant. Ce qui est moins connu, c'est qu'à l'époque, et jusqu'en 2007, Kraft appartient à Philip Morris, le numéro 2 du tabac dans le monde. Un lobby qui est allé jusqu'au mensonge et à la manipulation pour défendre ses intérêts, notamment dans les années 90, au moment des grands procès du tabac. You believe nicotine is not addictive? I believe nicotine is not addictive, yes. I believe nicotine is not addictive. Remettre en cause des faits scientifiques avérés. La stratégie a fonctionné pendant des années avec le tabac. Alors, Philip Morris va s'en servir pour sauver les hot dogs d'Oscar Mayer. Pour comprendre comment la multinationale a manipulé la science pour défendre ses investissements dans la charcuterie, il faut aller au nord de la Californie, à San Francisco. C'est dans cette bibliothèque universitaire que sont archivés ce qu'on appelle les Tobacco Documents, des millions de documents internes des industriels du tabac. Notre guide, Stanton Glantz, a passé sa vie à décrypter la stratégie des cigarettiers. Il en a surtout retenu une phrase, utilisée par un lobbyiste en 1969. Notre industrie est celle du doute, parce que le doute est la meilleure façon de faire concurrence aux faits qui existent dans l'esprit du public. C'est aussi le meilleur moyen de créer une controverse. Pour lui, tout se résume à un mot, le doute. C'est exactement comme ça, en créant le doute, que Philip Morris va tenter de décrédibiliser le travail du docteur Preston Martin sur la charcuterie et les cancers d'enfants. Les preuves, on les trouve dans l'immense base de données des Tobacco Documents. En tapant Susan Preston Martin, figurez-vous qu'on tombe sur des centaines de réponses. Toutes dans le dossier Philip Morris. Le nom de la chercheuse apparaît régulièrement comme le sujet principal de notes, de courriers, de rapports internes. La multinationale pense que son étude sur les hot dogs peut relancer le débat sur les nitrites des années 70. Alors, elle paye des scientifiques pour passer son travail au crible. Il faut absolument y trouver des points faibles. Ces contrats, les subventions que la chercheuse a décrochées, sont examinés à la loupe. En gros, tout ce qui pourrait être utilisé contre elle est l'affaiblir auprès du gouvernement et de la presse. Cette affaire, Stanton Glantz la découvre avec les documents que nous lui montrons. La stratégie qu'ils ont utilisée pour attaquer cette chercheuse qui travaillait sur le lien entre la charcuterie et le cancer, c'est un grand classique. D'abord, il s'agit de fouiller son travail pour y trouver la moindre petite chose dont on pourrait se servir contre elle. Et comme les questions abordées sont assez techniques, si vous êtes un politique ou un journaliste, à moins d'être très pointu, tout ce que vous entendez, c'est « tel scientifique a dit ça, tel autre a dit le contraire ». Donc, ces efforts pour décrédibiliser le scientifique sont un élément clé d'une stratégie beaucoup plus vaste qui vise à empêcher ou retarder toute décision politique. Pour les industriels, ça se traduit par des centaines de millions de dollars de bénéfices. Tout le jeu, c'est de gagner du temps. Dans les documents sur Susan Preston Martin, d'autres scénarios encore plus machiavéliques sont examinés. Ici, on propose de nouer un dialogue avec la scientifique. Là, on veut organiser un séminaire prétexte pour l'attirer. L'objectif, influencer et même façonner les conclusions de ses futurs travaux. Le point commun de ces documents, ils émanent tous du même cabinet de lobbying.
Multinational Business Services, un cabinet déjà mandaté par Philip Morris pour contester les effets du tabagisme passif sur la santé et dirigé par un certain Jim Tozzi, un maître de l'influence. Figurez-vous qu'à Washington, au cœur du pouvoir américain, ce lobbyiste a toujours pignon sur rue. Comme il n'a jamais répondu à nos demandes d'interview, nous y allons sans rendez-vous, avec nos documents sous la main et une caméra discrète. Bonjour, je cherche Monsieur Jim Tozzi. Oui, il travaille ici. Qui êtes-vous? Je suis journaliste, je travaille pour la télévision française sur le lobbying. Vous avez rendez-vous? Non, mais je cherche à le joindre. J'ai appelé plusieurs fois depuis la France. Entrez, s'il vous plaît. Il n'est pas là en ce moment. La bonne nouvelle, les lobbyistes américains peuvent être accueillants. Nous avons même réussi à avoir Jim Tozzi au téléphone. Jim, tu m'entends? Oui, je t'entends. J'ai quelques questions à vous poser sur Suzanne Preston Martin. Je ne sais pas qui est cette dame. Comment avez-vous eu mon nom? Je ne sais même pas ce qu'elle fait. Mais vous avez mis en place une stratégie visant à la discréditer pour Oscar Mayer, et j'ai donc quelques questions là-dessus. Bruce, t'entends ça? Quoi? Excusez-moi? Désolé, Jim, désolé, mais je n'ai aucune idée de ce dont elle parle. Mais attendez, qui est cette journaliste? Elle bosse pour quel journal? Je ne sais pas qui vous êtes. Je vais vous demander de partir. Je vais vraiment vous demander de partir. Vous avez aimé le lobbyiste accueillant? Vous allez adorer le lobbyiste en colère. Non, vous n'avez pas de rendez-vous. Vous partez maintenant. Partez. Ok, partez. Je vous ordonne de partir. Vous comprenez? Get the fuck out of here! Okay. Do you understand? Get the fuck out! Now get the flying fuck out of here and do not come back. Thank you. C'est dommage que ça se termine comme ça. Finalement, il a fait du bon boulot, Monsieur Tozzi. Enfin, pour les industriels. À l'époque, ces arguments anti-Preston Martin sont massivement relayés dans les médias. Par ce journaliste santé d'une grande chaîne nationale, par exemple, quelques jours seulement après la publication de la fameuse étude. Revenons à cette fameuse étude sur les hot dogs. Souvenez-vous, il a été demandé aux gens s'ils avaient mangé un hot dog. Il ne leur a pas été demandé s'ils avaient mis du pain, s'ils avaient ajouté du ketchup, de la moutarde. Vous devez vous dire qu'on n'en a rien à faire, mais c'est important parce que peut-être ce ne sont pas les hot dogs qui causent le cancer, mais peut-être que c'est le pain, le ketchup ou la moutarde. Il faut faire attention en lisant ces études à ne pas faire de raccourcis. Les pouvoirs publics n'iront pas plus loin. Le dossier des nitrites, qui aurait pu refaire surface, reste au placard. Vous devez vous demander ce qu'en pense Suzanne Preston Martin, la femme qui a été ciblée par le lobby. Nous lui avons montré ces documents, et ce qui l'a le plus contrarié, c'est de voir autant de scientifiques jouer le jeu des industriels. Ces professeurs ont certainement été payés une fortune pour faire ces études. Dans ce cas, probablement par le lobby de la viande. Je parle de milliers et de milliers de dollars. Ils gagnent probablement plus ainsi qu'avec leur boulot de prof. Voir votre nom comme ça sur tous ces documents, ça vous fait quoi? J'ai donné beaucoup de travail à beaucoup de gens. Vous étiez au courant de tout ça? Je savais que l'industrie de la charcuterie était inquiète. Mais non, je ne me doutais pas de tout ça. 20 ans après cette histoire, elle a surtout tourné la page. Ça n'intéresse plus personne. C'est comme ça avec les sujets scientifiques. Ça intéresse le public un jour et puis le lendemain, c'est fini. Vous voulez dire tout ce travail pour rien? Ce n'est pas grave. Les études sont toujours là. Elles ont inspiré certains chercheurs dans le passé. Elles en inspireront d'autres dans le futur. Ça me suffit.
Mais un autre scientifique impliqué dans l'affaire a connu une carrière beaucoup plus florissante. Un scientifique payé par l'American Meat Institute, le lobby américain de la viande, pour flinguer le travail de Preston Martin. David Klurfeld. Aujourd'hui, David Klurfeld est responsable du programme Nutrition pour le gouvernement américain. Et on l'invite aux 4 coins du monde pour des colloques scientifiques où il vient donner son point de vue d'expert, totalement indépendant. Je voudrais juste vous expliquer pourquoi la viande est essentielle dans un régime équilibré. Ce jour-là, à Clermont-Ferrand, devant des scientifiques du monde entier, il parle du lien entre viande, charcuterie et cancer pour dénoncer, PowerPoint à l'appui, un climat de peur, de panique et même d'hystérie. On peut vous en parler. On y était. C'était même au tout début de notre enquête, quand on commençait à peine à s'intéresser aux nitrites et qu'on avait besoin des lumières de spécialistes éclairés pour nous aider. J'ai lu quelque part que le nitrite était cancérogène. Je suis certain que vous avez dû tomber là-dessus. Mais je ne pense pas qu'on ait des preuves solides pour l'affirmer vraiment. Il y a des études très récentes, publiées cette année, qui disent que ce n'est pas du tout nocif. Certaines disent que ça l'est. Je pense que personne ne sait vraiment de façon définitive ce qu'il en est. Quelques mois après cette poignée de main, quand on nous a parlé de l'industrie du doute, ça a fait tilt. On a eu comme l'impression d'avoir été... comment dire? Ouais, c'est ça. Alors, on a profité de notre voyage aux États-Unis pour lui demander une nouvelle interview. Avec cette fois, davantage de cartes en main. Vous vous souvenez avoir été payé par l'American Meat Institute? Non. Jamais? Non. Je m'intéresse à une scientifique qui s'appelle Susan Preston Martin. Oui. Vous la connaissez? Je sais qui elle est, mais je ne la connais pas personnellement. Vous vous souvenez avoir écrit un rapport sur elle? Oui. Pour l'American Meat Institute? Non. J'ai trouvé ça et c'est bien pour l'American Meat Institute. Ah oui, ok. C'est différent. Ça a été fait il y a 20 ans à peu près. Donc, j'ai oublié ça. Vous vous souvenez combien on vous a payé pour ce rapport? Non. Comme je vous l'ai dit, c'était il y a 20-25 ans. Et quand vous avez travaillé pour le lobby de la viande, vous ne saviez pas non plus que Philip Morris possédait Oscar Mayer? Je ne peux pas vous répondre par oui ou par non. C'était il y a 20 ans. Vous saviez que l'industrie du tabac s'était définie comme l'industrie du doute? Non, je n'ai jamais entendu ça. Non? Non. Mais vous avez essayé de faire douter aussi. Ce n'était pas mon intention. Moi, je voulais juste faire une évaluation. Si je n'avais pas trouvé des raccourcis ou des défauts dans cette étude, je ne l'aurais pas critiqué. Vous ne pensez pas que votre point de vue serait plus fort si je n'avais pas découvert que vous aviez été payé par l'American Meat Institute? Non, je ne pense pas que ça changerait mon point de vue. Ça changerait peut-être le vôtre, car vous ne croyez pas ce que je dis. Tout ça parce qu'il y a 25 ans, j'ai reçu une somme d'argent dont je ne me souviens pas. Ah, on progresse. Il ne se souvient pas de la somme, mais il reconnaît au moins avoir été payé. Mais vous devez comprendre que les industries sont là pour faire de l'argent. Elles n'aiment pas le risque. Elles ne vont pas payer une étude qui dit que la consommation de hot dogs provoque des cancers chez l'enfant. Pourquoi ferait-elle ça? Leur intérêt, c'est uniquement de financer des études qui montrent que la consommation de hot dogs empêche les cancers chez l'enfant, ou qu'il n'y a pas de relation.
Ils ne vont pas payer une étude qui est mauvaise pour leurs affaires. Ça a le mérite d'être clair. Une bonne partie du lobbying des industriels de la viande repose sur la collaboration avec des scientifiques rétribués. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Lors d'une conférence sur la charcuterie et le cancer à Lyon, un scientifique français nous l'a confirmé. Denis Corpet est une référence sur le sujet, un spécialiste reconnu dans le monde. L'homme a le tutoiement facile et il ne se prive pas de raconter ce qui se passe dans les colloques. Il y a des gens, je me dis, c'est pas possible, quoi. Ils veulent vendre leur soupe. C'est des bons scientifiques, mais ils disent, oh, bah, les nitrites, ça devrait être une vitamine. Le gars, il te prend un truc qui est un poison, en théorie, et il te dit, oh, faudrait qu'on le classe comme vitamine. Dans les congrès sur le cancer, il y a systématiquement, au premier rang, 2-3 mecs en costard-cravate qui posent des questions, qui disent, ah, mais en fait, est-ce que vous avez pris en considération tel truc? Ah, mais en fait, vous dites ça, mais un tel a dit le contraire. Donc, bon, bah, nous, scientifiques, on n'a aucun doute. Mais t'es journaliste, t'es là, tu dis, bon, bah, finalement, le gars, il montre un truc, mais il y a des gens qui disent le contraire, donc c'est 50-50. C'est pas 50-50, c'est 999 contre 1, et ce 1, il est payé par l'industrie. Voilà, il y a des gros enjeux. Hein. Je suis peut-être un peu parano, hein, mais je crois pas. C'est qu'avec le temps et l'expérience, le chercheur est devenu méfiant. Il nous révèle qu'il a été lui-même victime d'un piège tendu par le lobby de la viande. Une histoire de trahison scientifique qu'il n'avait pas vu venir et qu'il a accepté de raconter à Élise. Nous recevons maintenant Denis Corpet. Bonsoir. Bonsoir. Attends Serge, tu t'es gouré de magnéto là. Vous êtes directeur du Autant pour nous, on s'est trompé d'interview. C'est bien Denis Corpet, mais il y a 20 ans, pour la première émission magazine d'Élise Lucet. Allez, on recommence. Bonjour, monsieur Corpet. Bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien. Ça fait plaisir de vous revoir. Hein? Bien. C'était il y a quoi? Il y a 20 ans? Il y a longtemps, non? je me souviens plus des grosses... Depuis, Denis Corpet s'est rasé. Et surtout, il a vécu une expérience assez désagréable. Voilà le topo. Merci d'être là. En 2013, il est invité à un colloque scientifique à Oslo, en Norvège. Une ambiance studieuse et détendue. A priori, rien de suspect. Suite à cette réunion, comme souvent, un article est publié et il est co-signé par Denis Corpet. Le problème, c'est que le papier valide des thèses qui ne sont pas du tout celles du chercheur. Le scientifique réalise qu'il a sûrement été manipulé, mais trop tard. Début 2014, votre nom apparaît curieusement dans 7 revues scientifiques. Et là, vous y signez un article qui émet des doutes sur le lien entre consommation de viande et cancer. Donc j'avoue qu'on est surpris. On va regarder ensemble l'article, il est là. Et je traduis une phrase, a priori la phrase principale, en tout cas en ce qui concerne les doutes qui sont émis. Les données sur le lien entre viande rouge, charcuterie et cancer colorectal ne sont pas assez solides. Ça, c'est ce que vous signez en 2014. Oui, alors je suis pas du tout fier de ce truc-là. Et je pense, en gros, je me suis fait complètement avoir. Donc, c'est-à-dire que je suis signataire de ce papier, mais... On est d'accord que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez écrit voilà. jusqu'alors, mais rien du tout. Ça va même à l'encontre de tous vos écrits précédents. C'est le contraire et de ce que vous pensez. Donc voilà, je me suis fait avoir. C'est-à-dire que cet article scientifique, où je suis dans les co-auteurs, c'est vrai, ne correspond pas à ce que je pense. Comment ça se déroule, ce colloque à Oslo? Racontez-nous, parce que alors, vous nous avez apporté quelques photos. Voilà, on les montre. Moi, j'avoue que déjà, je suis un petit peu étonné, c'est quoi ça? J'étais sûr que vous coinceriez là-dessus. Alors, là, ils avaient trouvé ça fun de faire venir un prof de gym. Et de temps en temps, on allait s'étirer comme ça, on faisait des mouvements. Et enfin là, c'est un peu, on est entre copains, on fait de la gym, c'est sympa, quoi. C'était le but, en tout cas, des organisateurs. Oui, il y a une proximité qui s'installe. C'est sûr que c'était le but des organisateurs. Bon, à part les cours de gym, entre guillemets, qu'est-ce qui se passe pendant ce colloque et qu'est-ce qui se dit exactement sur votre sujet? C'était organisé de façon assez étrange, que j'ai jamais vu ailleurs dans un congrès. C'est à chaque fois qu'il y avait un sujet, il y avait un monsieur pour, un monsieur contre, enfin, ou une dame, hein, et quelqu'un qui faisait la synthèse. Et le type en face de moi, il arrive, il nous montre une étude qui, nous dit-il, est secrète. Alors, dans un congrès, d'habitude, on ne présente pas des secrets, hein, parce que si c'est secret... Et elle est financée par qui, cette étude? Alors, il se trouve qu'on voit que l'étude est financée par... On regarde ensemble. Supported by Meat and Livestock Australia. Voilà, donc c'est les fabricants de viande et de bétail d'Australie.
En tout cas, c'est clair. Voilà. Il vous sort une méta-analyse secrète que personne n'a jamais vue, en vous demandant de ne jamais en parler. Il est payé par l'industrie de la viande, australienne certes, mais l'industrie de la viande toute même. Vous imaginez que j'étais pas trop joyeuse, oui. Bah, j'imagine, oui. Bon, mais vous en parlez en souriant. Bah, parce que voilà, je me suis fait avoir, on va dire. Et sur le moment, je me souviens très bien que j'étais furax du procédé, mais pas du tout inquiet, parce que ça me paraissait tellement gros. Je me suis dit, tous les autres sont dans mon état. C'est-à-dire que je suis sûrement naïf, mais moi, je me suis dit, bon, bah, il n'y a pas photo, mon topo était excellent, il était bien démonstratif. Je me suis appuyé sur des faits scientifiques pour montrer que la viande donne probablement le cancer. Oui. Hein. Et puis, lui, il noie le poisson, tout le monde doit dire il se fout de notre gueule. Et vous vous dites, en gros, tout le monde voit la supercherie, voilà, tout le monde comprend que... Et c'est pour ça qu'ensuite, quand la conclusion là, qui est sortie dans le journal Alors, c'est ça. reprend plutôt ce qu'il a dit que ce que j'ai dit, j'étais complètement stupéfait. Ce papier, normalement, c'est un genre de puzzle fait avec tous les résumés de tous les gens. Oui. Donc moi, j'ai envoyé mes résumés. Oui. Ensuite, la fille qui s'occupait de faire la rédaction finale, elle envoie une première version. Là, je corrige. Je dis, ça va pas. Et un jour, par hasard d'ailleurs, en étant sur Internet, je vois que notre article est sorti. Je suis ravi. Je suis content que l'article soit sorti. Et vous foncez je vais voir sur le résumé. Mid Science. Et je vois ce truc et je me dis, oh, gasp, ils ont laissé la phrase. Et je me dis, en fait, Oslo, ça ressemble pas mal à ce que faisaient les industriels du tabac dans les années 80 et qui continuent peut-être à faire, mais peut-être de façon moins ouverte. Voilà. C'est-à-dire qu'ils payent des scientifiques pour dire le contraire de ce qui est vrai. Mais vous comprenez bien que votre nom crédibilise cette étude. Tout à fait. Et les conclusions, elles se retrouvent dans une revue. Très juste. Et c'est repris sur Internet. Et quand on va taper Corpet, on va tomber là-dessus. Le drame, c'est pas tellement ça, c'est que quand on va taper mythe et cancer, on va tomber, il n'y a pas d'effet. À la limite, mon petit ego perso, c'est même pas très important par rapport à la vérité et à la maladie. Non, mais c'est ce que je voulais dire, parce que quand on va taper Corpet, on va tomber sur cet article. Qui est faux, oui. Et, voilà, qui dit exactement l'inverse de ce que vous pensez depuis 15 ans. Denis Corpet a bien essayé de faire retirer son nom de l'étude, sans succès. Quant aux organisateurs de ce congrès, ils ont refusé de nous répondre. Alors nous avons épluché le pédigré des 23 scientifiques présents à Oslo, et bingo! Nous sommes tombés sur deux amis des lobbies, Andrew Milkowski et Nathan Bryan. Ces deux chercheurs sont très proches de l'industrie américaine de la viande. Quand on associe leurs noms dans la même recherche, on tombe sur un document qui n'aurait jamais dû se retrouver sur Internet. Un rapport interne de l'American Meat Institute, le lobby américain de la viande. Il décrit la stratégie pour influencer les décisions d'un organisme de premier plan. Cet organisme, c'est le Centre international de recherche sur le cancer, l'IARC en anglais. Figurez-vous que cette institution, qui est basée à Lyon, est la référence mondiale sur le cancer. En 2006, les scientifiques de l'IARC ont classé les nitrites dans la catégorie des produits probablement cancérogènes. Le groupe 2A. Et ça, c'est mauvais pour le business. Alors les lobbyistes vont se battre pour faire changer cette classification. Page 64 du document, l'objectif est de faire passer les nitrites dans le groupe 2B, les produits peut-être cancérogènes. Cette stratégie porte un nom. l'IARC Challenge. Elle s'appuie notamment sur les deux scientifiques d'Oslo, Andrew Milkowski et Nathan Bryan. Avec ce joli dossier dans nos bagages, il est vraiment temps d'aller les voir, les gros bras de la bidoche. Bienvenue à Nashville, Tennessee. La capitale de la country music et surtout la ville de Cash. Enfin, de Johnny Cash. Cette année, c'est ici que le lobby américain de la viande se réunit. Là, dans ce grand bâtiment. Pour l'accréditation, c'est non.
Heureusement, il y a Greg Peters, enfin son badge, sur cet arbre. Parce que Greg Peters, on ne le connaît pas, mais on lui dit merci. Grâce à vous, Greg, aujourd'hui on découvre un super truc, le xylophone des annonces d'aéroport. L'équipe de Cache Investigation est attendue au sous-sol pour la suite de l'enquête. Ok, on arrive. L'industrie de la viande aux États-Unis, c'est d'abord un très gros business. Les mastodontes du secteur sont tous là. Smithfield, le numéro 1 mondial du porc, 14 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Cargill, le géant de l'agroalimentaire, 33 milliards uniquement avec l'alimentation. Et Tyson, le recordman toute catégorie. Cette année, nous faisons, toutes divisions confondues, entre le bœuf, le porc, la volaille et la charcuterie, entre 37 et 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est une petite compagnie. Oui, une toute petite compagnie. On a vérifié, c'est plus de 41 milliards de dollars. Au bout d'une demi-heure, dans la foule, nous repérons un visage qui nous dit quelque chose. La dame, là, celle qui goûte à tous les stands. Ah mais oui! Page 92. On l'avait déjà vue avec les cheveux courts. C'est la directrice des affaires publiques du lobby de la viande, Janet Riley. Sur Internet, elle se présente comme la référence en matière de saucisses. Je suis Janet Riley et je suis présidente du Conseil national du hot dog. On peut dire, sans exagérer, que dans son domaine, c'est une star. S'il y avait un pays du hot dog, ma prochaine invitée en serait la présidente. On l'appelle aussi la reine de la saucisse. Voici Janet Riley. Excusez-moi, s'il vous plaît. Bonjour. Est-ce que vous êtes Janet Riley? Oui. Bonjour, je suis Sandrine Rigaud. Je travaille pour la télévision française sur la charcuterie et le cancer. Et j'ai une question sur un document que j'ai trouvé. Ce document, vous le connaissez? Excusez-moi, qui êtes-vous? Je travaille pour France 2. Oh, je ne crois pas que vous soyez accrédité. Non, vous avez refusé de m'accréditer, mais j'ai des questions importantes. Vous pouvez me donner votre carte? Oui, bien sûr, j'ai ma carte de presse. Ok, suivez-moi. Juste une question. Que savez-vous de l'e-Arc Challenge? Vous savez quoi? Est-ce que vous pouvez arrêter cette caméra? Je voudrais savoir ce que vous voulez. C'est à propos de nitrite et de cancer. Je peux voir ça, merci. Non, ça c'est le mien. Bon, pour l'interview, c'est mal parti. Après avoir été raccompagnés à l'extérieur, voici ma carte de presse. Et sommés de présenter nos papiers, nous tentons notre chance une dernière fois. Ça ressemble à ce que l'industrie du tabac a fait pendant des décennies. Ça, c'est ce que vous dites. C'est votre avis. Nous, ce que nous faisons, c'est produire des études scientifiques sérieuses qui montrent que nos produits sont sûrs. Et c'est tout ce que je vais vous dire pour l'instant. Et arrêtez, je sais très bien que cette caméra est en train de filmer. Heureusement, dans ce genre de cas, on a toujours un plan B. Dans la liste des scientifiques de l'e-Arc Challenge, il y en a un qui a accepté de nous rencontrer. Le premier de la liste même. Andrew Milkowski, celui du colloque d'Oslo. Destination Madison, dans le Wisconsin. C'est dans cette ville du nord des États-Unis que vit Andrew Milkowski. La ville de l'entreprise Oscar Mayer, le roi du hot dog. Celui de l'affaire Preston Martin. Le scientifique a travaillé pour cette boîte pendant 30 ans. Aujourd'hui, il enseigne à l'université. Bonjour, comment allez-vous? Au programme de son cours, le jour de notre visite, un topo sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. On va essentiellement parler de l'e-Arc. L'e-Arc, vous voyez, cette institution de référence sur le cancer dont il est question dans le fameux document. Et qu'allez-vous dire dans les grandes lignes?
Dans les grandes lignes, je vais parler de la façon dont l'IARC travaille, comment ils arrivent à leurs conclusions. Nous n'avons pas le droit de filmer, alors nous nous contenterons du son. Pendant son exposé, le professeur ne dit aucun mot sur les nitrites. La cible, ce jour-là, l'IARC, le Centre de recherche contre le cancer. L'IARC se considère comme la référence dans le monde en matière de cancer. Laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. Ce sont des scientifiques qui se retrouvent entre eux pour évaluer leurs propres travaux. Et ça, c'est très critiquable. Cette institution n'est pas aussi ouverte qu'elle devrait l'être. Après des années au service d'Oscar Mayer, Andrew Milkowski n'a pas oublié l'essentiel. Créer le doute en visant les scientifiques. D'ailleurs, il ne cache pas sa proximité avec le lobby de la viande. Face aux documents que nous lui présentons sur l'IARC Challenge, il assume tout. Enfin, presque tout. Avez-vous été payé par le lobby de la viande pour ça? J'ai reçu une compensation pour mon temps, oui, comme les autres. Combien? Je ne le dirai pas. On parle de quoi? De milliers, de dizaines de milliers de dollars? Des petites sommes. Des petites sommes. On peut avoir une idée? Non. Expliquez-moi pourquoi c'est si vital pour l'industrie de défendre les nitrites. On a essayé de trouver des substituts, mais ça a été un échec total. Trouver un additif aussi simple chimiquement et aussi efficace que le nitrite, c'est tout simplement impossible. Mais s'il y a le moindre risque de cancer, vous ne pensez pas que c'est important de trouver une solution? C'est là que je ne suis pas du tout de votre avis. Parce que je ne crois pas qu'il y ait de risque. Vous pensez qu'il n'y a pas de risque du tout? Je pense que le risque n'est pas quantifiable, si tant est qu'il existe. Là, on a fait cette tête. Pour Andrew Milkowski, donc, les cancers colorectaux, les centaines d'études sur les dangers du nitrite, tout ça, ça n'existe pas, circulez, il n'y a rien à voir. Aux États-Unis, c'est grâce à des scientifiques comme Milkowski que l'industrie de la viande vient d'inscrire une nouvelle victoire à son palmarès. Dans un État pourtant pionnier en matière de santé publique, la Californie. Ce bâtiment imposant, c'est l'Agence pour l'environnement et la santé publique de l'État, une sorte de super-ministère. Nous avons rendez-vous avec Sam Delson, le responsable des relations extérieures. Je suis très conscient que ma chaussure couine. Pardon? Ma chaussure gauche, elle fait un bruit. Ah, j'ai entendu un bruit, mais je n'étais pas sûre, je n'avais pas compris que c'était vous. Pour mettre son interlocuteur à l'aise, le journaliste de Cash sait aussi rester urbain en toutes circonstances. Sam Delson va nous montrer un document qui n'existe dans aucun autre État américain. Ça, c'est la liste? Il s'agit d'une liste de substances jugées dangereuses pour l'homme par la Californie. Pour faire du business, ici, les fabricants n'ont pas le droit d'utiliser ces substances, ou alors ils doivent alerter les consommateurs. Et c'est très contraignant, parce qu'il y a plus de 800 produits sur la liste. Alors un bon exemple, c'est évidemment la fumée de cigarette. Il y a aussi le plomb. On trouve d'autres choses comme le benzène. C'est ce qui s'échappe par exemple des pots d'échappement. Là, nous avons l'aspirine. L'aspirine? L'aspirine, oui. C'est surtout risqué pour les femmes enceintes. Et là, il y en a un bizarre. Les grandes fougères. Si vous voulez en manger, allez-y, mais soyez conscient qu'il ne faut pas en manger tous les jours. Et on ne trouve pas de nitrite? Non, pas le nitrite. Cela fait des années que les nitrites sont dans le viseur, mais la procédure n'a jamais abouti.
Quand on croit qu'il faut ajouter un produit sur la liste, on le fait savoir publiquement. Cela déclenche une période pendant laquelle n'importe qui peut nous transmettre des observations et nous dire si le produit doit ou non être classé comme dangereux. C'est après que nous prenons une décision. Pour les nitrites, voici les observations qui ont fait pencher la balance. Sur les 7 contributions, 6 émanent de lobbies agroalimentaires. Et la palme du texte le plus dense, 31 pages, revient à Andrew Milkowski. Avant l'interview, nous montrons à Sam Delson tous les documents sur Milkowski, les Arc Challenge, les tentatives d'influence. Devant l'avalanche de preuves accumulées pendant des mois d'enquête, il finit par sortir son téléphone pour prendre des photos. En revanche, pour répondre aux questions, il est moins inspiré. Ce sont leurs affaires. S'ils pensent qu'ils peuvent influencer une décision, mais nous laissons la science décider. Pensez-vous qu'il peut vous arriver d'être manipulé par les industriels? Nous faisons de notre mieux pour prendre des décisions uniquement basées sur des faits scientifiques, quelles que soient les pressions ou tentatives de pression de groupes extérieurs. La Californie doit réexaminer la dangerosité du nitrite, mais ce ne sera pas avant l'année prochaine. Pour le lobby, c'est toujours ça de prix. Du temps gagné. Ce sont des bénéfices qui ne sont pas perdus. A priori, on vous a tout raconté sur les nitrites. Il est temps de souffler, faire une pause. On n'est pas bien, là, en Bretagne, près de Quimper, loin de la fureur des multinationales et du profit. Ce n'est pas ici qu'ils vont nous trouver, les lobbies. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Parce que vous voyez, dans cette zone commerciale, juste après le rond-point, il y a le Super U de Plogonec. Et c'est ici que les affaires reprennent. Avec Michel Fapani et son commando, les petits arrangements des industriels avec la vérité, elle maîtrise. Ces femmes font partie d'une association de consommateurs qui dénonce les combines des fabricants pour cacher ce qu'ils mettent vraiment dans leurs produits. Aujourd'hui, elles organisent une opération spéciale pour aider les clients à mieux déchiffrer les étiquettes. Oh non, je ne vais pas fouiller, mais je vais prendre un. Voilà. Alors, donc, j'ai pris un produit basique. Est-ce que, quand vous choisissez un produit comme ça, est-ce qu'il y a des critères qui vous font choisir celui-là plutôt qu'un autre? Là, je vois que c'est sans huile de palme et sans exhausteur de goût. C'est quoi un exhausteur de goût? Alors là, je ne sais pas du tout. Ouais. Eh bien, c'est sans exhausteur de goût, alors que le sel est un exhausteur de goût, et alors qu'il y a ici une proportion de sel importante. Okay. Là, c'est quand même un petit peu grave d'induire le consommateur en erreur, quoi. Ce que Michel voudrait, ce sont des informations objectives et claires sur la qualité des produits. Pas ce petit tableau illisible derrière les paquets auquel personne ne comprend rien. Ce que l'on appelle le tableau nutritionnel. Est-ce qu'un tableau comme celui-là vous paraît compréhensible? Alors, le premier souci, c'est qu'il faudrait que je fasse mes courses avec mes lunettes. Donc ici, on a 3,4 grammes, dont 2,3 d'acide gras saturé. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le pire, c'est qu'à force d'écouter Michel essayer d'aider les consommateurs, au bout d'un moment, nous aussi, on a fini par s'y perdre. Donc on a 306 x 3,18. Donc ici, si on a le sel, si on fait la même chose pour tous les autres aliments qu'on va ajouter à cette portion-là, et si on a la même quantité de sel, et si on a 1,22 multiplié par 6, ça va faire... Voilà, je vous laisse faire le total.
Vous trouvez ça compliqué? Normal. Et vous n'êtes pas les seuls. Figurez-vous qu'au plus haut niveau de l'État, la ministre de la Santé elle-même est exactement du même avis. Je mets au défi quiconque ici de comprendre la qualité nutritionnelle d'un produit entre les différentes informations, la quantité de gras, le nombre de calories. L'enjeu, c'est quoi? C'est de faire face à l'un des défis de santé publique majeurs auxquels nous sommes confrontés. Cet enjeu de santé publique, c'est l'obésité. Aujourd'hui, sur 100 Français, 17 sont obèses. D'ici 2030, d'après les projections de l'Organisation mondiale de la santé, ce chiffre devrait passer à 27. Avec une hausse des maladies cardiovasculaires, des cancers et du diabète. Pour faire face à cette urgence, et ce qu'elle appelle le fléau majeur de l'obésité, Marisol Touraine a annoncé la mise en place d'un nouvel étiquetage, beaucoup plus simple. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir déclencher un réflexe. Avant d'acheter, je regarde le logo. Sauf que les industriels de l'agroalimentaire vont tout faire pour empêcher cette simplification et saboter les projets des pouvoirs publics. L'histoire avait pourtant bien commencé. Il y avait la volonté politique. Et même le gars qui avait trouvé le super truc. Et pas n'importe qui. Pour bien grandir, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. C'est lui qui vous a mis ça dans la tête. Le professeur Serge Erkberg. Il est chargé de la politique de nutrition et de santé en France. Le logo dont la ministre a rêvé, il l'a fait. Pour l'instant, juste un prototype. L'idée, c'est de synthétiser toutes ces données incompréhensibles dans un système extrêmement simple, un système coloriel de pastilles pour savoir réellement est-ce que ce produit-là est mieux sur le plan nutritionnel que le produit qui est à côté. Il y a des produits qui vont être verts, jaunes, orange, rose ou rouge. Alors on double ça même pour la lisibilité avec des lettres A, B, C, D, E. Et on grossit la pastille de couleur et la lettre correspondant à la qualité nutritionnelle du produit. Vert quand c'est bon pour la santé. Rouge quand c'est mauvais. C'est fait pour être simple, mais c'est très fiable et ça fonctionne pour tous les produits transformés. Tout part de calculs complexes qui ont permis d'attribuer des points à ces chiffres qu'on est incapable de décoder. Allez, on vous explique. Plus c'est mauvais pour la santé, trop de calories, de graisse, de sucre, plus le nombre de points augmente et plus on s'approche du rouge. Prenons ce paquet de céréales, par exemple. Avec ses 403 calories, d'après la grille, il prend 5 points. À ça, vous ajoutez 3 points pour les graisses saturées et 5 pour le sucre. En tout, 13 points. Dans le système, 13 points, normalement, c'est rose. À première vue, pas terrible. Mais comme ces céréales contiennent des fibres et des protéines, bonnes pour la santé, on enlève 9 points. Du coup, le total passe à 4, et 4, c'est orange. Avec ce barème, vous serez capable de différencier des produits très semblables. Ce soir, par exemple, c'est apéro. Ras-le-bol des tomates cerises, mais quitte à craquer, vous préférez choisir le produit le moins mauvais pour la santé. Avec le logo 5 couleurs, en un coup d'œil, c'est tranché. Entre des tortillas, des chips et des soufflés aux cacahuètes, vous verrez la différence immédiatement. Du coup, ça sera tortilla. Avec ces petites pastilles de couleurs, ce n'est plus seulement la pub, les promos ou la marque qui vous aideront à choisir. Il y a une réticence, pour ne pas dire une réserve très forte, sur l'utilisation d'un système qui permet vraiment aux consommateurs de voir que pour un même produit, selon la marque, il y a des différences considérables. Ce qui va amener, obliger en quelque sorte, l'industriel qui est mal classé, qui a un produit rouge, un produit composé, un plat composé, une céréale petit déjeuner, un dessert lacté, et dont le concurrent est rose ou orange, voire jaune, à améliorer le produit. Les industriels sont bien d'accord à se battre sur le plan du prix,
Les batailles du prix sont fréquentes, mais sur le plan de la qualité nutritionnelle, personne ne veut montrer ces différences. Vous êtes comme nous, hein. Vous avez honte de sortir avec votre caddie. Faites comme Élise, testez donc le cache-dit. Pour rencontrer les industriels de l'alimentation, ça se passe ici, au siège de l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires. À sa tête, Catherine Chapalin. En France, c'est elle qui représente les intérêts de Coca-Cola, Danone, Mars, Nestlé ou encore Kellogg's. Bonjour. Bref, le lobby de l'agroalimentaire, c'est elle. Et le secteur pèse lourd, 170 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Qu'est-ce que vous pensez de l'information nutritionnelle qui existe aujourd'hui sur les produits qui sont vendus en supermarché? Je reconnais qu'aujourd'hui, c'est compliqué de s'y retrouver. Il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations qui sont d'ailleurs aussi contradictoires, qui sont données. C'est compliqué pour le consommateur, moi je reconnais. Vous le reconnaissez, hein? Je voulais vous montrer un logo qui pourrait, je pense, répondre à l'attente des consommateurs. On l'appelle le logo 5C ou le logo 5 couleurs. On voit très bien A, vert, B, jaune, C, orange, D, rose et E, rouge. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce logo? Alors déjà, je voudrais rappeler que nous sommes favorables à une information qui soit plus claire et plus compréhensible pour le consommateur. Oui, vous venez de le dire. Aujourd'hui, nous considérons que le fait d'enfermer notre modèle alimentaire, nos produits alimentaires dans un système de feu, enfin de logos colorés, c'était pas forcément une bonne idée. On pensait que par exemple sur les rillettes, le saucisson, le chocolat, le caramel au beurre salé, c'était peut-être pas une bonne information pour le consommateur. Vous le trouvez pas simple? Non, je le trouve pas simple. Ah, vous le trouvez pas simple? Qu'est-ce que vous trouvez pas simple? Je trouve qu'il n'est pas adapté à nos modes de consommation et je le trouve... Non, c'est pas un secret. D'accord, alors si vous le voulez bien, j'ai fait un petit ravitaillement avant de venir vous voir. J'ai fait des petites courses. Donc, on sort hop, nos 4 paquets de céréales. Voilà, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Il nous manque le 4e. OK, on regarde ensemble. Vous avez ici jaune, ici orange, ici orange, ici rose. Mais vous essayez de me faire dire que le 5C est efficace. Moi, je vous dis, Madame Lucet, que vous ne savez pas si le 5C est efficace. Je ne sais pas s'il est efficace. Alors, attendez, très franchement, d'un côté, j'ai ça, on est d'accord? Ça, c'est l'information nutritionnelle. Ça, c'est l'étiquetage 5C. Est-ce que vous pensez que pour le consommateur, il ne vaut pas mieux qu'il travaille sur, enfin, qu'il mange très varié, très équilibré, c'est-à-dire des céréales de temps en temps, du pain de temps en temps? Mais c'est pas ça. C'est moi, j'ai besoin de choisir des céréales pour ma fille. J'ai besoin de choisir une pizza parce que mes enfants ont envie d'en manger ou moi j'ai envie d'en manger. En 15 secondes, là, je suis informée assez rapidement que c'est un B jaune. Et là, à côté, j'ai ça. Oui. Mais il n'y a pas juste cette analyse nutritionnelle. C'est aussi le goût et l'équipe. C'est juste que depuis le début, on parle de l'information nutritionnelle. Mais c'est pour ça que je donne cette précision. On est aussi d'accord que ce qui est important, c'est le modèle alimentaire français, c'est l'équilibre, c'est la variété. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de nutritionnistes qui insistent là-dessus. Écoutez, nous, on pense qu'enfermer nos produits alimentaires, en effet, dans un feu rouge, nos fromages, nos saucissons, nos rillettes, les caramels au beurre salé et le chocolat, c'est pas forcément une bonne idée, c'est pas forcément une bonne information pour le consommateur. Depuis le début de cette interview, vous me parlez pas mal de saucissons, de rillettes, de caramel au beurre salé, de bons produits du terroir. Alors qu'on parle d'information nutritionnelle sur les pizzas ou sur les céréales qu'on sert à nos enfants, avouez-le, c'est 2 mondes différents quand même. Ah bah écoutez, non, pas du tout. Écoutez, moi je suis absolument... On a une conviction très forte à l'ANIA, c'est déjà le lien fort évidemment qui est entre notre alimentation et notre santé. Ça, c'est la gastronomie à la française ? C'est très clair. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'accepte pas de se donner du temps, enfin pourquoi certains contestent le fait qu'on puisse tester. Ça fait 10 ans qu'on attend, hein. Je suis absolument pas d'accord. Ça fait des années qu'on parle d'un étiquetage nutritionnel plus simple et qu'il n'est toujours pas là. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis absolument pas d'accord avec vous. Nous, à Cash, on a fait cette enquête il y a 4 ans sur le sucre. Et il y avait déjà ce débat sur l'étiquetage nutritionnel.
Voici même le logo dont on parlait à l'époque. Un autre système de couleurs que le lobby européen de l'agroalimentaire avait réussi à torpiller. Merci, Madame Lucet. Mais un trou de mémoire, Madame Chapalin, ça arrive. On ne vous en veut pas. Après tout, c'est souvent comme ça avec les lobbyistes. Je vous en prie, merci. Merci. Enfin, Faire douter, c'est leur job. Et c'est toujours le résultat d'une stratégie bien pensée. D'ailleurs, un jour, dans notre boîte mail, nous avons reçu des documents internes de l'ANIA qui nous ont permis d'y voir très clair. La position du lobby tient en une demi-ligne, refus du système stigmatisant 5C du professeur Erkberg. L'argumentaire, lui, est plus subtil. On y retrouve tous les éléments de langage utilisés par la directrice de l'ANIA pendant l'interview. l'équilibre alimentaire, il va reposer sur la variété et sur l'équilibre. Ce qui est important, c'est le modèle alimentaire français. Notre modèle alimentaire, ce qui est important, c'est la variété. C'est l'équilibre, c'est la variété. Une phrase, pour vous donner une idée. On lit que les pastilles de couleur nuiraient gravement à notre image et à celle de la gastronomie française. On voit bien le tableau. La gastronomie française, avec ses repas variés, équilibrés. Nos chips, nos pizzas préparées et nos barres chocolatées. C'est au nom de cette gastronomie que les industriels vont bâtir leur stratégie anti-logo, et voici leur recette. Pour un lobbying réussi, une fois les bons mots-clés trouvés, il faut se mettre des politiques dans la poche. Pour ça, rien de tel qu'une bonne bouffe. Bon, on exagère. C'est un peu plus sophistiqué. Il faut y mettre les formes, avec une invitation alléchante. Que dites-vous de la naissance officielle de la communauté du bien manger? Un mouvement de pensée qui entend remettre du bon sens dans l'alimentation. Ça fait plaisir à tout le monde et ça en jette. Pour être crédible, n'oubliez pas de créer un site internet. Avec le topo du fondateur, c'est mieux, un représentant des industriels. La conception du bien manger, c'est bien vivre, bien aimer les autres, bien s'aimer soi-même. Pour la soirée de lancement, choisissez un bel hôtel particulier, idéalement proche de l'Assemblée nationale. Nous, forcément, nous avons envie de rentrer, mais à l'accueil, pas moyen de négocier. Avec une caméra et sans invitation personnelle, c'est niette. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup, on va attendre à l'extérieur. Merci, au revoir. Bonne soirée à vous. Au revoir. Bon ben, c'est l'heure du plan B. Une doublure, un sourire, une caméra cachée. À l'intérieur, voici à quoi ça ressemble. Il y a des industriels de l'alimentation, des lobbyistes et des politiques qui ont tous l'air de se connaître. Buffet de charcuterie et champagne à volonté. Merci pour la coupe. Dans la foule, au bout d'un moment, tiens, Madame Chapalin. La directrice de l'ANIA, juste là. En grande discussion avec Robert Volute, le représentant des industriels de la charcuterie, celui du site internet. En l'écoutant cette fois-ci, on comprend mieux le but réel de cette communauté du bien manger. C'est pas une réunion, c'est une soirée sympathique, hein. Donc c'est pour boire un coup, on lance une communauté pour élargir au-delà de la charcuterie. Parce que là, quand même, le style de vie à la française, la table à la française, c'est quand même sous risque. C'est des risques de dire ça c'est pas bon, ça c'est bon, donc les pastilles rouges, hein, les pastilles de toutes les couleurs, hein, qui discriminent les produits. Moi je serais tout rouge. Tout rouge, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Donc là on dit il faut se rassembler sur le bien manger, pas simplement la charcuterie. Combattre le logo de Serge Erkberg. C'est donc ça l'objectif. Une opération de lobbying qui a permis aux industriels de réunir une belle brochette de parlementaires sur la photo de famille.
Des députés comme Jean-Pierre Decolle ou Catherine Vautrin. Des sénateurs comme Gérard Miquel, Daniel Laurent, Elisabeth Lamure. À droite, une vieille connaissance de Cash, Michel Raison. Souvenez-vous, l'enquête sur les pesticides. Bonjour messieurs, dames, Élise Lucet, Cash Investigation. À la table de l'un des géants du secteur de l'agrochimie, il était déjà là. Le jour où vous ferez un repas de famille, si on allait vous interviewer comme ça, vous seriez Mais parce que vous êtes en non famille, là? Oui, on travaille en privé. D'accord. Et vous saviez de quoi on parlait quand vous êtes arrivé? Non, dites-moi. Eh ben, on vous le dira pas. Revenons maintenant à la recette du parfait lobbying. Avec un sénateur comme Michel Raison, elle devient beaucoup plus simple à réaliser. Vous allez comprendre pourquoi. Nous avons rendez-vous au Sénat, où il nous attend, avec Charlotte Brault, sa collaboratrice. Bonjour, Sandrine Rigaud. Bonjour, enchantée. Plutôt accueillant, le sénateur, et pas du genre à mâcher ses mots. Même si, pour les souvenirs, c'est un peu flou, quelquefois. C'est quoi la communauté du bien manger? Ben, le bien manger, je vous dis que la base... Non, mais la communauté du bien manger, c'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez la communauté du bien manger? Bah, vous en faites partie. Ah, ben, non, mais c'est la table française, ça. Vous parlez de la table française? Ça s'appelle la communauté du bien manger. On en fait partie, je sais même pas que je fais partie de ce truc-là. Regardez. C'était il y a quelques mois, regardez. Oui, mais c'est ça. Vous êtes là. Oui, c'est la table française. Ça s'appelle pas vraiment comme ça. Ça sert à quoi, cette communauté du bien manger? Ben, ça, c'est pour promouvoir. Alors, vous, je sais ce que vous allez me répondre, mais c'est aussi, quand même, pour... Je sais pas qu'est-ce que je vais vous répondre. Oui, vous allez me répondre que c'est un club de lobbyistes. Voilà. C'est pas ça? Ben, en partie. Mais c'est pas une honte de faire du lobbying. Le lobbying, il faut pas le prendre au sens péjoratif du terme. Le lobbying, c'est de la communication positive. Alors après, nous, on a beaucoup de lobbyistes qui viennent ici. C'est à nous de trier. C'est à nous de nous faire notre propre opinion. Mais on a besoin d'eux. Nous, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, nous. Les gars, ils viennent t'éclairer sur un truc. Alors, ils peuvent t'enfumer, mais c'est toi qui dois vérifier, regarder. Ne pas se faire enfumer, c'est important. On est d'accord. Après ce petit point général, parlons maintenant du logo 5 couleurs. J'avais regardé ce qui pouvait éventuellement être étiqueté en rouge, il y avait le comté. Le comté, c'est une AOP. Fait avec du lait de foin, enfin un produit extrêmement noble. Donc le bobo parisien, lui, il va plus acheter de comté, il va avoir du rouge, il va se dire je vais grossir, je vais être malade, je vais plus acheter de comté. C'est pas le comté qui va poser problème, c'est tous les plats préparés, tous les plats industriels. Les plats préparés, si vous les consommez normalement, comme le diététicien vous le conseille, vous n'aurez pas de problème d'obésité. C'est des problèmes d'équilibre alimentaire. L'équilibre alimentaire et le comté en rouge. On n'a pas déjà lu ça quelque part? Ah si, dans l'argumentaire de l'ANIA. Là, on se dit que le sénateur est proche du lobby. Mais on est encore loin d'imaginer à quel point. J'ai quand même fait les courses pour vous montrer. Mais moi, attention, j'ai déjà mangé. C'est quand on est passé aux travaux pratiques sur le logo 5 couleurs que tout s'est joué. Au moment où la collaboratrice du sénateur a commencé à s'impatienter. Non, mais je vais 5 minutes, j'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. On regarde question, c'est bon. Tendez bien l'oreille, parce que nous, on n'en revient toujours pas. Oui. Elle est venue quand même un peu piégée. Ouais, genre, comme vous voulez, qu'on se prend le saut, vous ne savez pas. Non, mais si, je vais revenir. Jouer le jeu, je m'en fous. Voilà. Vous voulez qu'on appelle l'ANIA? Vous voulez passer un petit coup de fil à l'ANIA? Un parlementaire prêt à appeler un lobby en pleine interview pour savoir quoi répondre. On aurait presque envie de dire « Non mais allô l'ANIA, quoi !» L'ANIA, ils sont favorables à l'étiquetage ou aux expériments. Ce qu'ils expliquent, c'est que l'étiquetage, c'est pas intéressant pour eux, d'une part, parce qu'évidemment, ça stigmatise des produits. Ce que nous avait expliqué l'ANIA dans le rendez-vous. À la limite, elle va se lasser, répéter toujours la même chose en mode... Des histoires de quantité, équilibre. N'allons pas plus loin. Ce qui est important, répéter toujours pareil. Tu lui dis que je suis en train d'expliquer un co-signataire et que j'arrive. Il arrive dans 10 minutes. Il explique juste
le contenu de l'amendement, il est là dans 10 minutes, mais il faut vraiment qu'il sensibilise les sénateurs, parce que c'est... Non mais vraiment, je vous assure, c'est vraiment emmerdant pour nous. Ça fait un mois que je bosse sur les amendements, si on ne sont pas défendus, j'ai vraiment les bleus. Quelques minutes plus tard, voici Michel Raison. Non, ça va aller. C'est bon? Ouais. Ah bah vous avez fait vite. Mais non, mais il y a des co-signataires, puis je leur ai expliqué. Pour tout vous dire, ce petit briefing, on l'a découvert après. À son retour, Michel Raison a continué à défendre les industriels. Non, pardon, notre modèle alimentaire français et nos produits du terroir. C'est pour ça que je vous parle toujours de mon comté. C'est quand même pas... C'est loin d'être anodin. Et il n'est pas le seul sur ce créneau. Il faut rappeler que le modèle alimentaire français est fondé sur la diversité et également sur la convivialité et le plaisir. Vous ouvrez une boîte de Pandore, Madame la Ministre. On pense spontanément au soda et au fast-food, mais allez-vous aussi faire écrire sur des œufs au chocolat de Pâques qui sont dangereux pour la santé? En fait, vous allez inculquer dans notre pays la phobie alimentaire. À quand le paquet neutre de biscuits avec manger tu ou alors quelques photos de personnes obèses? Pour attaquer la loi de Marisol Touraine et enterrer le logo simplifié, beaucoup d'élus montent à la tribune. Un travail de sape parlementaire orchestré par l'ANIA. Tout se joue entre mars et décembre 2015, juste avant le vote. C'est à ce moment-là que les parlementaires proches de l'ANIA tentent de modifier le texte, avec ce que l'on appelle des amendements. Pour ça, ils peuvent compter sur les industriels qui leur ont mâché le travail, en leur envoyant des textes déjà écrits, clé en main. Ces amendements tout prêts, les voici. Le député n'a plus qu'à insérer la date ici, le numéro de l'amendement là, son nom, et le tour est joué. Mais combien d'élus ont repris les amendements de l'ANIA? Pour le savoir, Cash a recours à des experts 2.0. Pour cette expérience, prenez d'abord une paire de geeks citoyens. Pour les repérer, toujours suivre le sac à dos Quechua. Confiez-leur vos documents en respectant évidemment l'anonymat de votre source. Et faites confiance, même si vous avez du mal à suivre, eux, ils maîtrisent. Ils y ont passé du temps. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit un petit algorithme de plagiat. Donc, on prend ce document que vous nous avez fourni, qui provient du lobby, et on va venir le comparer à tous les amendements qu'on a dans notre base de données. On vous explique. Leur algorithme, c'est un programme informatique qui analyse les amendements de l'ANIA à gauche. Il les compare à tous les amendements déposés par les parlementaires à droite. Il sélectionne les morceaux de phrases exactement identiques, par exemple ici, la promotion du modèle alimentaire français. Et un peu plus loin, cette structure du repas et la convivialité qui est associée. Les copier-coller sont repérés en jaune fluo. Quand on voit ce genre de choses, on se dit que là, le parlementaire s'est inspiré très directement de ce que lui a soufflé le lobby. Il n'y a pas de doute possible. Cet amendement qu'on retrouve ici, il est directement inspiré de celui de l'ANIA. Et vraisemblablement, les premiers auteurs ont eu des contacts avec l'ANIA ou leurs collaborateurs. Et des parlementaires comme Michel Raison, qui ont pompé sans état d'âme les phrases de l'ANIA pour essayer de modifier la loi, il y en a un paquet. On est à environ 25% de l'ensemble des parlementaires. Ça veut dire qu'un élu sur 4, députés et sénateurs confondus, a essayé de modifier la loi en suivant les consignes de l'ANIA. C'est considérable, mais pas suffisant pour faire plier Marisol Touraine et son logo simplifié. Aux amendements 575 et 830 de messieurs Lemoine et Raison, je donne un avis défavorable. Je donne aussi un avis défavorable pour son amendement 562. Je donne un avis défavorable, donc avis défavorable. Je donne un avis défavorable, là encore, un avis défavorable nécessaire. Les amendements du lobby sont rejetés. La ministre remporte cette bataille contre l'ANIA. Apparemment, les 5 couleurs sont sur la bonne voie.
Mais en coulisses, les industriels contre-attaquent. Avant d'étiqueter les produits, ils exigent de faire un test grandeur nature et de comparer le système 5 couleurs à d'autres logos simplifiés. Des logos qu'ils ont souvent eux-mêmes mis au point. Maintenant, une question envoyée par Madame Lucet de France Télévisions. J'ai lancé la communauté du bien manger. Je suis le patron du lobby de la charcuterie industrielle. Je fais partie de l'ANIA. Je suis Robert Volut. Pour aider les consommateurs à décrypter les étiquettes, il a une solution. Attention, logo révolutionnaire. Alors ça, c'est le système, nous, que l'on propose. Hein, c'est un système, mais c'est un système intelligent. C'est pas un système réducteur. Ce système, il existe déjà? Non, il n'existe pas. On souhaite montrer, justement, ce qui est par rapport aux doses journalières. Ce qui existe aujourd'hui. Oui. C'est ça? Oui. C'est quoi la différence? Ah ben la différence, je ne sais pas si vous avez... C'est quoi la différence? Ah ben la différence, c'est que l'on voit, on exprime très clairement le pourcentage par rapport à la dose journalière. Vous voyez, 18%, 27%, 59%, ça veut dire que là, en énergie, ça couvre 18% des besoins énergétiques d'un adulte. Là, ça y est pas, là. Et 18% donc de quoi, là? Eh bien, du besoin énergétique, d'énergie, que l'on a. Ah, voilà, alors donc si je mange... et 27% des matières grasses par rapport à des... Hein, donc là, c'est censé m'aider parce que le 59%, c'est une barre beaucoup plus haute que le 4%. Ah voilà, vous avez compris. Ça, vous trouvez que pour le consommateur, c'est beaucoup mieux que les pastilles 5 couleurs? Oui. Très honnêtement, est-ce que ce projet-là n'a pas juste pour but, finalement, d'apporter un étiquetage qui permettra d'être testé en face de celui de M. Herbert pour perdre encore un petit peu de temps Non. Ce qui est décidé, c'est qu'il y a un test, grandeur nature, virtuel et grandeur nature, les deux, qui va être fait dans les mois qui viennent. Donc voilà, ça me semble être assez raisonnable. Pour les industriels, c'est même mieux que raisonnable. Parce que le scénario du test grandeur nature, ça fait des mois qu'ils le peaufinent. Dans les documents internes de l'ANIA, ce test fait partie de toute une stratégie mise en place pour que le système 5C ne soit plus considéré comme le seul et soit donc écarté. Pour ça, les industriels ont tout prévu, même la structure chargée d'organiser le test. Le Fonds français Alimentation et Santé, un organisme financé par les multinationales de l'agroalimentaire. Vous trouvez ça gros? C'était aussi l'avis de Marisol Touraine, au début. Il n'y a pas d'expérimentation qui soit nécessaire et je pense... Et puis un jour, la ministre a changé d'avis. L'expérimentation est devenue nécessaire. Bon, finalement, après tout ce qu'on vous a dit sur les stratégies secrètes de l'agroalimentaire, les manipulations et les coups tordus, ça ne doit plus trop vous étonner. Avant de se quitter, on a quand même envie de savoir ce qui a convaincu la ministre. Comme elle n'a jamais répondu à nos demandes d'interview, nous allons à sa rencontre, à l'inauguration d'un salon sur la santé. Et depuis qu'on s'intéresse à l'expérimentation sur les logos, la liste de nos questions à la ministre s'est encore allongée. Trois experts du comité scientifique chargé de travailler sur l'expérimentation ont démissionné pour dénoncer le poids des lobbies. Bonjour Marisol Touraine, Élise Lucet. On s'intéresse à l'étiquetage nutritionnel, qui est un problème important de santé publique. Non, mais on a essayé de vous joindre plusieurs fois, donc c'est pour ça que je viens vous voir jusqu'ici, depuis le mois de février. Vous avez accepté de lancer une expérimentation sur plusieurs logos, alors qu'au départ, vous étiez contre. Pourquoi est-ce que vous avez... Si.
Vous l'avez déclaré devant les députés à l'Assemblée nationale. Les parlementaires ont voté contre. Vous avez changé d'avis. On a le sentiment que c'est peut-être la pression du lobby agroalimentaire qui vous a fait changer d'avis. Non, pas du tout. Vous savez, moi, ce que je veux, c'est que... Parce que, regardons les choses en face, ce que je veux, c'est qu'il y ait l'étiquetage le plus efficace possible sur les produits alimentaires. Et pourquoi vous avez confié l'organisation et le pilotage de ce test à une structure qui est financée par les industriels, qui s'appelle le FFAS, qui est le Fonds français de l'alimentation et de la santé, parce que c'est pas du tout un organisme indépendant, et c'est eux qui vont piloter le projet. Donc c'est une question quand même. Le financement d'expérimentation est public. Oui, mais c'est eux qui vont piloter l'expérimentation. Oui, mais tout ça va être sous le contrôle des autorités sanitaires, sous le contrôle des autorités de la concurrence. Vous savez, on peut... Mais ça vous dérange pas que ce soit les industriels qui financent? Vous savez, moi, non, c'est la CNAM qui finance. C'est une annonce que je vous fais. D'accord. Parce que personne ne l'a dit encore. Moi, je ne tranche pas et j'attends que... Encore une dernière question. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, il y a 3 scientifiques qui ont démissionné du comité scientifique. Mais, attendez, vous ne pouvez pas me faire ça. Pardonnez-moi, messieurs. Madame la ministre, c'est une question importante. 3 scientifiques ont démissionné dans le comité scientifique sur ces logos nutritionnels. Vous ne voulez pas répondre à cette question? Madame la ministre? On a encore des questions. Mais ne soyons pas trop gourmands. La ministre nous a déjà réservé un scoop. Le fameux test grandeur nature obtenu par les industriels pour gagner du temps et saboter le logo 5 couleurs de Serge Herberg. C'est l'État qui le finance. Oui, oui, l'État. Bref, nous, quoi. Alors, la prochaine fois que vous remplirez votre frigo, si votre jambon est toujours aussi rose, et si vous n'avez pas eu le temps de déchiffrer les étiquettes avant d'acheter, parce que c'est vraiment trop compliqué, c'est probablement que les lobbies de l'alimentation auront encore gagné.